Aujourd'hui, donc, nous allons avoir un premier temps d'intervention qui sera suivi par un temps avec quelques questions qui seront remontées par le public, donc par vous. Donc, n'hésitez pas à poser ces questions via l'outil discussion. Et nous aurons ensuite un second temps d'intervention suivi d'un autre temps de questions. Nous vous invitons à, de préférence, écrire ces questions en anglais, français ou espagnol pour qu'il soit plus facile pour nous de les poser aux intervenants, mais il ne faut pas que cela vous empêche de poser une question. Si le débat est contradictoire et nécessaire, il faut cependant que ça se fasse dans le respect de l'autre et nous nous permettrons d'exclure de la table ronde toute personne qui ne respectera pas ce cadre-là. Donc, merci encore à tous et à toutes pour votre participation. Et sans plus attendre, nous allons pouvoir commencer et explorer pendant ces 2 heures les propositions des syndicalistes pour faire du secteur de la construction et de l'urbanisme des moteurs d'une transition juste. On me dit que l'interprétariat ne marche pas en anglais, donc avant de donner la parole à Jean-Pascal François de la CGT pour l'introduction, on va prendre peut-être 1 minute pour régler ce problème afin que tout le monde puisse nous suivre. Apparemment, c'est bon. Merci à tous et à toutes pour votre patience. Et du coup, sans plus attendre, on va introduire cette table ronde avec Jean-Pascal François de la CGT Construction et Bois. Introduire la table ronde? Et vous m'entendez? T'entendons. Développer de plus en plus pour du travail, on le voit bien, même si on peut être contre à la maison, mais aussi sur l'aspect démocratique de la cité et le développement des services publics et pas qu'au public, quoi. Donc c'est aussi une ville, une cité qui doit correspondre aux besoins de logement de l'ensemble de la population et ne pas avoir que une cité qui n'englobe que des gens qui ont des moyens pour y vivre.
Ça, c'est un élément qui est quand même essentiellement important, quoi. Donc en France, sur la rénovation thermique des bâtiments, faut déjà amener que les bâtiments en France, ça consomme 43% de des consommations énergétiques françaises. Donc on voit bien que c'est un élément qui est très important. Et ce qui représente ces 43% de consommation énergétique, 1,1 tonne de pétrole par an et par habitant. Donc voilà aussi, si chaque habitant dans une ville consomme cette quantité de pétrole. 30% donc des habitations en France ont besoin de rénovation énergétique. Alors là aussi, il faut amener la dimension sociale du coût et la rénovation sociale pour qui. Mais ce qu'il faut quand même qu'on ajoute dans cette parenthèse, c'est que le besoin total qu'il faudrait pour rénover l'ensemble des logements en France par an serait de 20 milliards d'euros et dans le plan de relance qui a été mis après la crise sur le Covid, on voit bien que ça correspond qu'à 2 milliards. Donc on n'a qu'un dixième de ce qu'on devrait faire pour rénover les bâtiments. Et on voit bien qu'il y a un véritable enjeu. Et là, on se rend compte quand même que le pouvoir politique, les instances politiques et les pouvoirs publics ne sont pas au rendez-vous. C'est pas, je veux dire, c'est pas des effets d'annonce qu'il nous faut, c'est quand même quelque chose de la mise en œuvre et de la mise en œuvre urgente. On voit bien, nous, à Paris, sur la question des Jeux Olympiques, qui est mise en avant comme des Jeux Olympiques qui seraient des Jeux Olympiques avec des bâtiments écologiques, des bâtiments à basse consommation d'énergie et qui pourraient être après remis à disposition des logements sociaux, que cela n'est qu'une image. La vraie image, ce sont les 40 milliards d'euros d'investissement pour la construction d'un grand Paris qui sont un peu 40 milliards mis à disposition des outils capital de l'outil capital pour lui faire un maximum de profit dans les années à venir. Donc voilà un peu les questions autour de cette rénovation énergétique. On voit bien il y a des enjeux et il y a quand même urgence à la mettre en œuvre. Merci de votre écoute. Merci Jean-Pascal. Donc effectivement, comme tu l'as dit, au niveau du secteur de la construction et de l'urbanisme, il y a la question des rénovations des bâtiments. Il y a aussi la question des nouvelles constructions et du modèle d'urbanisme souhaité pour garantir une transition juste. Et donc, on va, en début de table ronde, se concentrer sur ce premier enjeu, qui est celui de rénover le bâti existant pour garantir des constructions qui soient plus respectueuses de l'environnement. Et après cet exemple français, je vous propose d'interroger nos camarades belges qui ont des exemples et des propositions à nous faire sur cet enjeu de rénovation des bâtiments. François Sana, est-ce que vous voulez prendre la suite? Oui, bien sûr, merci et bonjour à tous. Je vois que les problèmes techniques ne concernent pas que les Belges. Voilà, donc moi je vais m'exprimer en tant que membre de la CSC Wallonne, hein. Je suis conseiller au service d'études de la CSC. Je ne pourrai pas assister à tout, mais mon collègue Jean-Louis Teux sera là pour répondre éventuellement à vos questions. Alors, je vais essayer de centrer mes quelques minutes d'intervention effectivement sur la rénovation des bâtiments. Et une des questions qu'on m'a posées, c'est qu'est-ce qui doit être rénové? Eh bien, selon nous, effectivement, comme disait Jean-Pascal, le secteur du bâtiment est un des secteurs les plus consommateurs d'énergie. En Belgique aussi, c'est un peu moins 43%. Chez nous, c'est un gros tiers et c'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre de la Wallonie qui proviennent du secteur du bâtiment. Donc, c'est un secteur très important pour réaliser la transition écologique que nous souhaitons aussi qu'elle s'opère de façon juste, comme Léa le mentionnait. Alors, en Wallonie, il faut savoir que c'est 46% des bâtiments, enfin des logements qui sont de label PEB, F ou G. Donc, je sais qu'en France, vous utilisez la même échelle de A à G, A et B étant les plus écologiques des bâtiments, et F et G, c'est ce qu'on appelle un peu trivialement les passoires énergétiques. Et donc, en Wallonie, c'est presque un logement sur deux, c'est assez énorme, qui est une passoire énergétique. Donc, nous souhaitons que les aides publiques se concentrent sur les logements les plus énergivores, donc le PEB F et G. Ce sont des logements qui sont très souvent habités ou loués par des personnes qui sont touchées par la précarité énergétique.
Je signale aussi au passage que c'est 28% des ménages belges wallons, qui sont touchés par la précarité énergétique, 21% des Belges et 28% des Wallons. Donc c'est un phénomène absolument très important. Et dans le cadre de la transition juste, il nous paraît évident qu'il faut concentrer les aides donc, sur ces personnes-là. Alors il y aurait plusieurs effets positifs à ça, bien sûr, étant donné l'importance qu'a le secteur du bâtiment dans la consommation d'énergie, comme le rappelait Jean-Pascal pour la France et nous ici pour la Belgique. Eh bien, on contribuerait à réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre du secteur en se focalisant sur les bâtiments les plus énergivores. En plus de ça, en visant ces bâtiments qui sont le plus souvent habités, comme je le disais, par des personnes touchées par les précarités énergétiques, eh bien, il y a un aspect de justice sociale et de transition juste. On réduirait les inégalités en permettant aux populations les plus faibles, en tout cas en termes de revenus, de faire face plus facilement à leurs factures énergétiques. Et on sait qu'elles explosent un peu partout, en France comme en Belgique d'ailleurs. Et last but not least, on améliorerait aussi la santé publique. Je voudrais attirer votre attention, je sais que c'est un forum international, sur une étude européenne qui a été réalisée par l'agence Eurofound, qui est une agence tripartite. Il y a des représentants du gouvernement, mais aussi du syndicat et du patronat dans cette agence. Et cette étude qui s'appelle Inadequate Housing in Europe, qui date de 2017, nous mentionne que les politiques qui se focalisent sur les bâtiments insalubres ou les moins bien isolés sont rentables parce qu'elles sont habitées par des personnes qui tombent très souvent malades. Et donc, au-delà de tous les aspects de transition juste et de tous les aspects qu'on peut avoir pour vouloir améliorer la situation de ces populations, ces aspects que nous partageons tous, je pense, ici, il y a même un simple souci d'utilisation de l'argent public parce que, étant donné que ces personnes sont souvent malades, en fait, en investissant de l'argent public pour réaliser les rénovations nécessaires dans ces bâtiments qui sont les plus insalubres, eh bien, en fait, ce sont des investissements qui s'auto-remboursent parce que ce que l'État ou la collectivité locale investit dans la rénovation des bâtiments, c'est ce qu'elle ne devra plus dépenser après en soins de santé. J'ai vérifié les chiffres pour la France, et pour la France, tout comme pour la Belgique, en fait, ce sont des investissements qui s'auto-remboursent en un peu plus de 2 ans seulement. Donc, je vous invite vraiment à aller vérifier cette étude. Donc, c'est, je répète, Inadequate Housing in Europe, de l'agence Eurofound, qui montre tout ça en détail. Donc, voilà, le premier point sur lequel je voulais insister, c'était l'importance pour nous très sensible du focus sur la rénovation des bâtiments thermiques, car ce sont les moins bien isolés, car ce sont ces bâtiments qui sont occupés, loués ou occupés par des personnes touchées par la précarité énergétique. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la question de l'accompagnement. En Belgique, comme ailleurs, en fait, on met des primes et on attend que les gens remplissent les formulaires pour toucher les primes. En fait, le problème de cette logique, c'est qu'il y a plein d'effets d'aubaine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ménages qui sont déjà favorisés, qui ont accès aux primes, alors que les personnes les plus précarisées n'ont pas vraiment le temps, ni l'énergie, ni la volonté parfois de remplir de longs formulaires, souvent complexes d'ailleurs, même pour les personnes ni los medios qui para comprennent. acceder a Voilà. estas primas. J'ai la traduction dans mon casque. Ah voilà, c'est parti. Donc, je disais l'importance donc de l'accompagnement. Et donc, pour nous, il faut inverser la logique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre des primes et d'attendre que la population remplisse les formulaires. Excuse-moi, François. Oui. Peut-être il faudra. L'interprétariat est parti, donc si tu peux faire une petite pause, histoire Ça que. va. Désolé. Ça hein. va. Pas de souci. Dites-moi juste quand je peux reprendre. Voilà, à mon avis, tu peux reprendre. Voilà, j'en profite pour indiquer la référence de l'étude dont je parlais dans le chat. Voilà. Donc, je disais que pour nous, le deuxième point important, c'est d'inverser la logique. Housing, vivienda insuficiente en Europa. Мы пытаемся в настоящее время Ils attendent que les gens remplissent les formulaires, mais pour nous, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher les personnes précarisées. Donc, se baser sur le service, les associations et les réseaux locaux qui s'occupent des personnes fragilisées et avec eux, sélectionner ces personnes pour les aider et développer un accompagnement spécifique et gratuit pour les accompagner dans la démarche, parce que la majorité des aides, l'immense majorité des aides en fait en termes de pourcentage est captée par les ménages les plus riches, voire les ménages moyens, mais classe moyenne supérieure.
mais il s'agit évidemment, dans une perspective de transition juste, comme je le disais tantôt, d'inverser la tendance et de prioriser donc les aides sur les personnes précarisées. Donc, je répète, pour nous, il faut un accompagnement gratuit basé sur les réseaux locaux qui permettent de savoir sélectionner au niveau local les personnes les plus précarisées et pour pouvoir inclure dans les programmes de rénovation le maximum de personnes fragilisées et notamment aussi les personnes âgées qui n'ont pas toujours le temps ou l'énergie ou l'envie de remplir des formulaires compliqués. Alors, une initiative qui nous semble intéressante aussi à ce propos, c'est la rénovation par quartier. Quand on rénove par quartier entier, eh bien, ça permet de créer une émulation au niveau local, ça permet un échange au niveau local entre voisins des bonnes pratiques et ça permet aussi, peut-être last but not least, de réaliser des économies d'échelle. Et donc, au niveau du coût par logement, on arrive à des coûts au niveau des travaux qui sont moins chers. Dans notre travail sur tout ce qui concerne la rénovation des bâtiments, on ne fonctionne pas tout seul en tant que CSC, on fait partie d'un réseau qui s'appelle le ROID, qui est le réseau wallon pour l'accès durable à l'énergie, qui est un réseau intersyndical avec différents syndicats belges. Donc, il y a aussi des associations de lutte contre la pauvreté et des associations environnementales qui sont présentes. Et donc, cette logique de réseau nous paraît essentielle, notamment aussi pour cette question de la rénovation des bâtiments. Alors, un autre élément sur lequel je voulais insister, c'est que pour nous, la rénovation, elle doit se faire en une fois. Donc, c'est aussi une critique qu'on adresse aux politiques actuelles de rénovation, où on est dans une rénovation par étapes. Donc, on va d'abord rénover le toit, puis les châssis, puis ceci, puis cela. Et donc, ça entraîne une multiplication des travaux et ça ne permet pas d'avoir une performance énergétique globale. En fait, on a une performance meilleure si on opère une rénovation en une fois. Et donc, c'est un changement complet par rapport au système qui existe actuellement, puisque pour l'instant, c'est une multiplication des aides. J'ai envie de dire une aide pour le toit, une aide pour les châssis, une aide pour ceci, une aide pour cela. Et ça ne fonctionne pas parce que la multiplication des travaux décourage les gens à opérer les travaux. Donc, nous plaidons donc pour une rénovation en une fois au moment charnière de la vie du bâtiment. Les moments charnières, c'est quoi? Ben, c'est typiquement quand on change de locataire ou quand on change de propriétaire, donc quand le logement tout simplement est vendu ou au moment par exemple d'un héritage. Ce sont à ces moments-là, quand les nouveaux occupants ne sont pas encore arrivés dans le logement, entre deux occupants, si vous voulez, qu'il nous paraît essentiel d'opérer ces rénovations en une fois. Désolé si je vais assez vite, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais dire qu'en France, vous avez l'Institut Négawatt qui fait un excellent travail sur lequel nous sommes notamment appuyés pour nos positions et je vous encourage, notamment les Français parmi vous, à découvrir les travaux de cet institut d'ingénieurs spécialisés qui sont vraiment très intéressants. Alors, deux derniers éléments sur lesquels je veux insister avant de vous laisser la parole, c'est la question des propriétaires bailleurs et notamment ce qu'on appelle en anglais le split incentive ou en bon français le dilemme locataire-propriétaire. Pour rappel, c'est le fait que dans un bâtiment, avant d'opérer une rénovation énergétique, le locataire n'a pas vraiment intérêt à effectuer les travaux puisqu'il n'est pas propriétaire du bien, ce n'est pas lui qui va voir son bien prendre une plus-value. Et à contrario, le propriétaire, ce n'est pas lui qui fait les factures énergétiques et ce n'est pas lui qui va bénéficier donc de factures énergétiques plus faibles après une rénovation ou d'un confort amélioré. Donc, pour résoudre ce problème, le dilemme du locataire-propriétaire, qui est un dilemme classique et bien connu, je pense, certainement parmi les participants qui concernent la rénovation. On met en avant deux pistes, la logique de convention. On n'entend plus François correctement. Je ne sais pas si on m'entend bien, du coup, moi, je n'ai pas bougé, mais ma connexion est bonne normalement. Quelqu'un peut me confirmer qu'on m'entend bien? J'ai l'impression que le volume de ton audio a baissé. Moi, je n'ai touché à rien en tout cas, donc je veux bien... C'est revenu, c'est revenu. Voilà, super, voilà. Donc, je disais deux choses pour nous, deux éléments en tout cas, pour lutter contre le dilemme locataire-propriétaire. Il y a la logique... C'est reparti, on ne t'entend plus. C'est la journée des problèmes techniques alors. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que tu peux essayer de continuer, mais en parlant peut-être un peu plus fort? Ah oui, je veux bien, ok. Donc, la logique de convention.
On met cette logique-là en avant, qui est une logique qui est sur une base volontaire entre les propriétaires et les locataires. Donc, il s'agit de les mettre ensemble pour discuter et pour voir s'il y a un terrain d'entente qui est possible à trouver, donc une convention entre les propriétaires et les locataires. Par exemple, le propriétaire s'engage à financer des travaux de rénovation énergétique et le locataire, en échange, accepte une petite hausse du loyer qu'il paye tous les mois, mais en échange, évidemment, il a un bâtiment qui est rénové et il voit son confort amélioré. Donc, c'est une logique de conventionnement qui peut permettre de débloquer des situations en faisant dialoguer ensemble les propriétaires et les locataires. Un autre élément, et c'est pour répondre aussi à ce que disait Jean-Pascal, parce qu'effectivement, on est dans une situation d'urgence environnementale et on ne peut plus se limiter à des petites incitations qui fonctionnent moyennement. On doit avancer, selon nous, de plus en plus avec une logique normative et plus incitative, c'est-à-dire qu'il faut commencer par obliger les rénovations et notamment les rénovations des logements les plus énergivores, comme je le disais tantôt. Donc pour ça, il faut mettre en avant des normes et il faudrait aussi, selon nous, encadrer les loyers parce qu'il ne faudrait pas aboutir à une explosion des loyers. Donc on peut très bien imaginer un système où les autorités publiques continuent à donner des aides et des primes, mais avec un encadrement des loyers qui ferait que les loyers, on autorise à ce qu'ils augmentent un petit peu, mais d'une façon raisonnable et toujours proportionnée à la qualité du logement qui est mis en bien sur le marché locatif. Voilà ce que je voulais dire pour le marché locatif. Et la dernière chose, c'est une initiative publique wallonne qui s'appelle Renowatt. En fait, c'est parti de la province de Liège, pour ceux qui connaissent, et ça est étendu à toute la Wallonie. Qu'est-ce que c'est Renowatt? Donc, ça concerne les autorités locales. Donc, cette fois-ci, on parle bien des bâtiments publics. C'est un guichet unique et gratuit qui réalise des audits et des études de performance énergétique des bâtiments. Donc, Renowatt se met au service des communes belges et gratuitement va faire un audit des différents bâtiments que possède la commune, typiquement les bâtiments administratifs, les piscines, les écoles, les infrastructures sportives, tout type de bâtiments, et va accompagner de façon gratuite, j'insiste, les communes dans les travaux de rénovation. Ce système fonctionne au moyen de contrats de performance énergétique, donc les entreprises qui s'engagent à rénover des bâtiments s'engagent à atteindre un certain niveau de performance. Si le niveau n'est pas atteint, elles ont des pénalités à payer. En tant que CSC, nous sommes assez satisfaits de ce système. D'ailleurs, nous avons participé à la rédaction des clauses sociales des marchés liés à cette initiative Renowatt pour lutter contre le dumping social. Il faut savoir qu'en Belgique, on a un petit peu le paradis des travailleurs détachés. C'est un travailleur sur 4 du secteur de la construction. Mon collègue Jean-Louis Theux vous le confirmera, qui est un travailleur détaché. На самом деле, Oui. Et donc, pour terminer sur Renowatt, je voulais dire que donc, le service s'occupe donc de sélectionner les bâtiments les plus énergivores et d'accompagner les autorités de A à Z pendant la mise en œuvre du programme et la rénovation des bâtiments. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est un programme qui est cofinancé par la Banque européenne d'investissement et par la région wallonne. Donc, on a obtenu des aides au niveau européen. La BEI, c'est quand même pas rien pour réaliser ce programme. Et peut-être le plus intéressant pour les internationaux, ceux qui ne sont pas belges, c'est qu'en fait, ce programme, on a obtenu que les budgets liés à ce programme soient hors du système de comptabilité européen. Donc, ce n'est pas comptabilisé comme de la dette. C'est vraiment très important parce que vous savez certainement que toutes les initiatives de rénovation sont bloquées par les normes européennes qui contraignent les États, les autorités publiques à comptabiliser dans leur budget les investissements l'année même où ils ont lieu et ils ne permettent pas d'amortir les investissements sur plusieurs années. Bien, via ce programme Renowatt, on a obtenu, la Commission européenne a autorisé les autorités locales, c'est-à-dire les communes qui participent à ce programme, à ne pas comptabiliser dans leur budget les investissements liés aux bâtiments publics. Vous allez me dire comment est-ce qu'on a réussi ça? Eh bien, tout simplement parce qu'on a montré que c'était rentable. Ce que l'autorité publique investit à une année T, eh bien, c'est autant de dépenses qu'elle ne va pas faire les années suivantes puisque ces bâtiments auront été rénovés et donc c'est autant de factures énergétiques en moins. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de, j'imagine, très important, très intéressant
qui seraient peut-être applicables dans d'autres pays que la Belgique. Voilà, merci beaucoup. Désolé si j'ai été vite. Je vais mettre les références dans le chat si apparemment elles ne sont pas bonnes. Et j'espère que vous m'avez quand même un petit peu entendu. Merci beaucoup. Merci François pour cette présentation complète et les différentes propositions portées. Effectivement, il y a un enjeu à financer ces rénovations et notamment à destination des publics les plus précarisés. Justement, sur cette question de financer, les camarades italiens avaient fait des propositions intéressantes lors du travail préparatoire et donc je vais les inviter à prendre la parole. Donc, il y a juste, on me dit, un souci au niveau de l'interprétation italienne. Donc, Espagnol. Et espagnol également, on a un souci avec l'espagnol. Interprétation espagnole, ¿están aquí? Est-ce qu'il y a une interprétation en espagnol? Ahora te oímos. Es que no reciben el enlace. merci. Du coup, on va poursuivre avec les camarades italiens et Sébastien Franco vous servira de souligner les points ensuite pour l'intervention. Marco Corsi de l'UL et Laura Mariani de la CEGIL, je vous invite à prendre la parole pour présenter vos propositions également. Ok, merci Léa. Je suis Marco Corsi. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ici avec ma collègue de la CGL, Laura De Mariani. nouveau un souci avec l'interprétation. Ok, il n'y a pas d'interprétation en italien. Non. Oui. C'est pas de problème. Je pourrais lire quelque chose en français si vous voulez. Oui, je vous demande juste quelques minutes. On essaie de régler le problème et je vous redonne la parole. Ok. Merci. On est en pause, on doit attendre. No sé, je ne sais pas si on a traduction en espagnol maintenant. Est-ce que... Dès que vous êtes prêt... Sí, ahora funciona. Inglés todavía no. English channel is not working, no? It's not working, no. No, all right. So we continue without, I think Russian is okay, Spanish is okay, French is okay. Sí. On va poursuivre. Marco Corsi, je vous laisse la parole. Merci. Ok, merci encore Léa. Je suis ici avec ma collègue de la CGL, Laura Mariani. On a convenu pour faire cette intervention pour parler de la situation. Да, спасибо, меня зовут Pour parler de la situation italienne. Donc, l'Italie compte 14 millions de bâtiments, dont plus de 12 millions sont résidentiels. Et plus de 65% de ces bâtiments ont plus de 45 ans, c'est-à-dire qu'avant la première loi sur l'économie d'énergie. En Italie, comme en Europe, le parc immobilier est le plus grand consommateur d'énergie et est responsable de 36... Marco, scusa, ma c'è un problema vero un po' grande, non c'è nessuna interpretazione adesso. Adesso è tornata. Inglese, aspetta un attimino. Ok, scusate. Scusa, noi. Non so che succede qua. Il 40% non lo sei 40. Sì, 40, però l'ho saltato. Scusa.
Dai, sì, forse adesso Ok, c'è... proviamo allora. Ok, je vais commencer une autre fois. On a dit que l'Italie compte 14 millions de bâtiments, dont plus de 12 millions sont résidentiels. Et plus de 65% de ces bâtiments ont plus de 45 ans, c'est-à-dire avant la première loi sur l'économie d'énergie. En Italie, comme en Europe, le parc immobilier est le plus grand consommateur d'énergie, 40% de la consommation totale, et il est responsable de 36% des émissions de gaz à effet de serre. Des progrès ont été réalisés ces dernières années, en grande partie grâce aux dispositions de la directive sur la performance énergétique des bâtiments visant à réduire la consommation dans ces secteurs. Malheureusement, en réalité, ce n'est que récemment qu'on a commencé à construire dans le but que l'efficacité énergétique, fortement demandée par le marché, devienne une valeur ajoutée et non un coût. Cependant, le problème de l'inefficacité énergétique de plus de 60% des bâtiments résidentiels ou non demeure. C'est pourquoi les réhabilitations de l'environnement bâti occupent une place prépondérante dans les Green Deal européennes. Le taux de renouvellement annuel du parc immobilier devra au moins doubler si l'UE veut atteindre ses objectifs en matière de neutralité carbone, d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. C'est aussi parce qu'il existe un besoin consolidé d'inverser certains paradigmes encore trop liés au modèle expansionniste rapide et non réglementé du passé et par la nécessité d'activer des politiques efficaces pour contenir la consommation de terre. Dans ce sens, en Italie, nous constatons le manque d'approbation du loi nationale qui est au Parlement depuis un certain temps, qui devrait accompagner une politique efficace de redéveloppement et de régénération de la ville construite. Ce n'est que dans la dernière période qu'une loi cadre sur la régénération urbaine est encore en cours de discussion dans le but précisément de réduire la consommation de sol et de favoriser la régénération et la rationalisation du patrimoine bâti et des zones urbaines dégradées. Nos syndicats travaillent sur ces questions depuis longtemps. En effet, avec diverses plateformes, nous avons revendiqué des points avec l'ambition de créer des villes et des territoires durables grâce à une économie décarbonée, de donner la compétitivité à l'industrie dans les processus de transition, de réduire les lacunes en matière d'infrastructures matérielles et immatérielles et de concentrer les actions sur la création d'emplois de qualité en étant solidaires et en contribuant à l'objectif de la réduction de la pauvreté et des inégalités. Pour nous, il y a quelques priorités à partir desquelles poursuivre le grand thème imposé par la durabilité, également selon les objectifs environnementaux européens. Par conséquent, dans les zones urbaines, nous ressentons la nécessité de prendre des mesures visant à stopper l'imperméabilisation des nouveaux sols, à axer la politique urbaine sur la réhabilitation et à la récupération des bâtiments et des zones en banlieue dégradées, à encourager l'utilisation des technologies et des matériaux respectueux de l'environnement, à promouvoir l'efficacité énergétique, la sécurité des bâtiments, l'utilisation des énergies renouvelables, à favoriser la valorisation de l'espace public et la récupération des sites civils et industriels, à intégrer les zones concernées dans les tissus urbains, à encourager l'utilisation de solutions basées sur la nature. Une facilitation à la réalisation de ces objectifs est offerte par les avantages fiscaux prévus par la récente réglementation qui interviennent avec une déduction égale à 110-100% des dépenses engagées par les interventions d'efficacité énergétique et de confinement de risques sismiques par le biais d'un rabais sur la facture ou du transfert du crédit aux banques pour permettre à la mesure d'être utilisée également par les familles à faible revenu. La mesure a été prolongée jusqu'à 2023 sans vision à long terme et ce n'est pas conforme aux stratégies de l'UE. Cela se reflète également dans l'intégration souhaitable de deux thèmes majeurs qui sont la durabilité environnementale et sociale, qui ferait de ce qu'on appelle le superbonus un outil central dans la régénération des zones urbaines, avec des effets larges et positifs, également en termes d'emploi dans la perspective d'une transition juste.
Nous pensons que la mesure doit devenir structurelle et être financée par des ressources adéquates à fournir d'année en année en introduisant des éléments d'équité en faveur de tranches de revenus inférieures. En conclusion, nous pensons que la mesure dite du superbonus peut être améliorée dans les termes suivants. Des simplifications des procédures devront être introduites, garantissant certains délais de réalisation et évitant la généralisation des amnisties de construction. Comme il s'agit d'interventions à réaliser avec des ressources publiques, il est nécessaire de garantir l'obtention des meilleurs résultats possibles en termes de réduction de la consommation d'énergie et des émissions ainsi que de sécurité sismique. Les réglementations devraient être révisées afin de conditionner l'accès à la déduction à la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats possibles, avec l'obligation, lorsque cela est possible, d'atteindre la classe énergétique la meilleure ou la plus élevée possible. Enfin, pour toutes les interventions, il convient de garantir les conditions de base de la légalité, de la lutte contre le travail illégal, de la sécurité, de la mise en œuvre de la formation professionnelle pour les secteurs spécifiques, de l'amélioration de l'énergie et de la rénovation sismique. Donc, on a terminé. Merci beaucoup à tous et excusez-moi pour mon français, il n'est pas très bon. Merci. Merci Marco. Au contraire, ton français est très bon et on voit qu'il y a des choses qui se rejoignent entre les interventions qu'on a eues jusqu'à présent avec cette priorité de rénover l'existant, toute la question de comment financer ces rénovations en mettant également la priorité sur les publics précarisés. Donc, je vous propose de prendre un petit temps pour répondre à 3 ou 4 questions qui seraient posées par ceux et celles qui nous écoutent. Donc, on va faire remonter ces questions, peut-être attendre quelques minutes que ceux et celles qui nous écoutent puissent poser ces questions. Je vous le rappelle, de préférence en anglais, français ou espagnol. Et on s'excuse, on ne pourra évidemment pas toutes les traiter. On priorisera celles qui ont trait aux interventions et qui feront avancer le débat. Est-ce que, Sébastien, tu as quelques questions à nous faire remonter de la part de celles et ceux qui nous écoutent? Dans l'attente, je voulais vous parler d'une initiative justement qui rejoint ce que disait François Sana, qui est celle de l'Alliance citoyenne qui nous a aussi été présentée lors du travail préparatoire. Donc l'Alliance citoyenne, c'est une association française de syndicats de locataires qui a commencé à Paris. Il y a également des syndicats de locataires à Lyon et à Grenoble. Et ce sont des syndicats de locataires qui justement se battent contre les passoires énergétiques. Donc ils ont une campagne Stop Passoire, ils ont lancé une campagne Stop Passoire énergétique et ils mènent des actions directes pour aller demander aux décideurs, donc notamment auprès des mairies, à ce qu'on lance des chantiers de rénovation. Et ils ont obtenu déjà plusieurs victoires. Et ça me fait poser la question, et je la pose aux intervenants, de quels intérêts communs il peut y avoir entre ces organisations citoyennes et les syndicats de travailleurs du bâtiment, et sur quelles revendications communes on pourrait imaginer des alliances entre les deux. Si l'un ou l'une des panélistes aurait des réponses à apporter à cette question. Personne? Jean-Louis? Oui, ben, je pense que le silence révèle. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je pense, enfin, ce qui me concerne, c'est un avis personnel, mais je pense que le silence révèle la difficulté que nous pouvons avoir comme organisation syndicale à faire alliance avec des organisations citoyennes
En tout cas, en ce qui me concerne, nous sommes moi je représente une organisation sectorielle qui défend les travailleurs du secteur de la construction notamment, mais pas seulement. Et ce n'est pas vraiment notre ADN d'établir ce type d'alliance. Par contre, mon collègue François Sana, qui est intervenu tout à l'heure, lui travaille pour la CSC interprofessionnelle. Donc, nous avons deux piliers dans la CSC, le pilier des organisations sectorielles que moi je représente pour une des organisations sectorielles qui affilie les travailleurs du bâtiment, de l'industrie, de l'énergie, etc. Et François, il travaillait dans le pilier interprofessionnel. Et là, il y a beaucoup plus de relations qui se fait avec in this field, there are more relations with the associations and citizens organizations. And I hope I have answered the question, but we should admit that trade unions are not set up to start with to defend social causes outside the workplace, companies. And trade unions, just like mine, have their core business in this. But the one represented by François will go beyond that, I think. But we know that this is not necessarily the reality of European trade unions. And this is another personal opinion, but I would add that citizens' organizations are challenging the present model, the capitalist model. And trade unions are based on a sort of transaction. We recognize that there is a capitalist system that we need to negotiate to share the fruits of growth. But since last World War II, we've been wondering whether to maintain such a production system with the same growth objectives, or should we review it completely? And if we can't make a decision on this, well, we will shoot ourselves in the foot, because citizens' organizations will be ever more present to tell us that we need to change the world or rethink it. Thank you very much. Anyone else on this particular point? Jean-Pascal? So the question on how to build a city which will be better. Well, I represent the sector of construction, obviously. We have builders, developers who build buildings, but they live in those houses as well. And trade unions will be efficient only if the contact associations would defend ideas other than the ones on the workplace. And there is a dimension outside companies that we should leave aside. And other people could accept conditions that are different from us, but we should respect those decisions. Now, this was the central theme of our Congress last week. We see that there's still a lot to be done to mobilize all
workers in the building sector. This is one of the first challenges for trade unions. So this is what our trade union would add. Thank you. Merci Jean-Pascal. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions de ceux et celles. Thank you very much. If there are no more questions from those listening to us, I think we could take more speeches. How could we plan the transformation of a new urban planning system? What kind of new urban planning system do we want? We will start with Mr. Ouadradougou from CGTB. Do you want to take the floor? Are you ready? On me dit qu'il y a une question, donc en attendant que le camarade de la CGTB se connecte, on peut peut-être y répondre. I'm told there's a question, maybe we could answer it while our colleague from CGTB is connecting. Could you give us the question? Sébastien? Si, c'est la question de Luc. Question from Luc. Luc, you have the floor. Yes, good morning. I belong to an energy trade union. I'm retired, actually. The question of users is paramount, I think. The question of demands based on the professional category or the profession depends on how you see users, because the main question here has to do with the finality of your work. What is the meaning of your work? Energy producers don't want to generate energy endlessly for people to consume endlessly. We want to meet people's demand, energy demands, obviously, but within a social framework, which will make possible to produce, to generate electricity at the lowest cost. We are also interested in the tax system, since we were talking about households and the cost of energy for those households. Well, the tax systems is particularly important. So this is what I wanted to add. I wanted to qualify what was said maybe a bit quickly on the fact that we don't give enough attention to users. And we can see this in France, in particular, with hospitals. Could you ask your question, Luc? Well, this is my question. My question is our demands, our position, based on the meaning of our work and on what we think of users. But I was lagging behind. I didn't listen. I didn't hear the beginning of your session. So would you like to answer quickly before Nicolas takes the floor? Bon, je vous propose de donner la parole à Nicolas, du coup, de la CGTB. So I think we should give the floor to Nicolas from CGTB. Perhaps he can present what's happening as far as town planning is concerned in Burkina Faso. You have to unmute yourself. Oui. Does this work? Yes? Good. Can you hear me? Yes, yes, we can hear you. Thank you, ladies and gentlemen. I was asked
to describe our struggle to build a hospital. First of all, I would like to send you the greetings from CGT Burkina Faso. A number of environmental measures had been taken to try and protect the two largest cities in the country. Since 1936, in Ouagadougou, we started in 1996, and environmental measures were taken in order to try and meet the following objectives. We tried to stop the wind, to protect a number of local rivers from wood products, preserve the environment, and stop urban sprawl around Ouagadougou. And all of this should make possible to preserve green spaces for the cities. Right now, these woods and forests have been degraded for a number of reasons. For example, 1,050 hectares, namely 50% of the total area, are occupied illegally, most of the time illegally, with the construction of parking spots, schools, football areas, and housing. And nothing is done, neither by the population nor the authorities. We intend to protect the environment, and in 2019, we try to class the Forêt du Coin, one of the 4 major forests around Ouagadougou, in order to build a hospital with the support of China. This forest is classified thanks to the support of Luxembourg. A project had been carried out between 2008 and 2012, but this attempt to declassify the forest led to an outcry from the local population. And this project was denounced. A number of NGOs and local associations intervened. They rejected vigorously this attempt. They resorted to a government body that protects forests and tried and stopped the declassification of this forest. So this example shows that we do have to take action in order to preserve the environment, to call upon the authorities for them to be accountable, to play their role to protect the environment, and to take sustainable action in order to create green spaces and reduce pollution. We have also to demand the respect of classification and take measures to give them back for public equipment to the local community. So we would like to thank the organizers of this conference and hope that our friendly links can be developed, as well as international solidarity. Thank you very much for having listened to me. Merci Nicolas pour cette intervention et cet exemple qui avait effectivement été présenté lors du travail préparatoire et qui était intéressant. Thank you, Nicolas, for this intervention. And this example of what is done. Je vais maintenant laisser la parole à Sergio Estela de l'UGT. I would like to give the floor to Sergio Estela from UGT, who took the floor on empty Spain and the interest to
get Good population. afternoon. Good afternoon Hello to all and of good you. afternoon to Hello from everybody. UGT. Fraternal A nice greetings real to all of pleasure you. and It's an a honor pleasure to to be here participate this today. afternoon. Well, in Spain, what Spain- we've been doing. Can you hear me? Yes. No problem. Okay. In Spain, we have been working on our recovery, transformation, and resilience project through the Next Generation funds, the EU funds, and part of them have been used for the energy renovation of buildings in cities, neighborhoods, and in villages. But there is a specific part that is devoted, will be devoted to municipalities smaller than 5,000 people. In Spain, we talk about a part of Spain that we call empty Spain. It's mostly in the inland Spain. We have some inland cities like Sevilla that is very well connected through high-speed trains, but then there are many cities with very bad, very poor infrastructure, so it's difficult to connect with the rest of inland Spain. We have a ministry for ecological transition, and they're working in two ways. First, they're working with the Next Generation EU funds, and they're using them to invest more in self-consumption, in renewable climatization, and urban renovation in municipalities with fewer than 5,000 people. And after COVID, we have seen that there are many people that are leaving behind the city to go back to the village. For that, we need a recovery plan and we need infrastructure. Otherwise, this will be very difficult. Then there's the urban agenda for rural development. We want to have digital, environmental, social infrastructure. And within the recovery plan, we hope we can find demographic balance so that the population does not have to leave the village to go to the city, leaving behind empty villages. Secondly, we're also working in another direction. Last year, we already saw a budget line within the state for mining areas. Many mines have been closed due to environmental regions in Castilla y León, in Asturias, or Castilla-La Mancha, in these regions. So what have we been doing? Last year, over 100 million euros were invested in these regions to restore these areas, because we think these areas have been downgraded by mining. And we are trying to upgrade them with new infrastructure, and we want to modernize current infrastructure. This is public investment, and we've seen the result is population is back in these areas. When you close a mine, you know there's a big area that needs to be renovated, and both things are being carried out. I think this could be interesting if it's done well. And we hope that this empty Spain little by little gets filled up. And as I was saying, Pascal, Jean-Louis were asking what trade unions can do. So we're working tirelessly with trying to make public and private partnerships happen. We've got an agreement where both
the trade unions and the employers associations work together, and we need to focus on training. Training is key. Without training, we can't meet the demand for renovation, especially for energy renovation. We have a foundation, both employers associations and trade unions, and we're trying to do a bit for a happy ending. I hope this was of interest to you, and I'm open to all your questions and comments. Thank you very much. Thank you. We'll take more questions after the next presentation. And this reminds me of what is going on in the other roundtable, Territories in Transition. And I invite you to read the proceedings of this other roundtable if needed. As far as the rest is concerned, I would like to give the floor to Silvia Segovia, who wanted to take the floor on the question of sustainable habitat or housing. Hello, good afternoon, and thank you. Thank you for giving us the chance to speak today on this roundtable. We've been asked to talk about sustainable habitat. This is a trade union guidelines that we put forward in October 2020 with proposal for recovery and reconstruction after the pandemic. And we hope this can be a guideline for the national recovery plans that needed to be introduced, presented at the Commission. So we want to have the building sector as the backbone of a more sustainable economy that is circular and is green. We want to carry out this transition, and that means that our habitat, our sector, will have to respond to many of the energy demands of society. Pascal said it. We are working on people's homes, and that this will mean a transformation from the ground up, from how we produce energy to how we consume it. We are trying to work towards a low carbon economy, and that means we need to set up mitigation measures for climate change. And this is complementary because we think climate change mitigation is an emergency and is a need. So we need to give the priority to sectors that can work on both lines, such as building and infrastructure. And this is all reflected in our document. Why? Because over half of the population around the world lives in cities. Cities are key. Therefore, according to the UN, cities are affected and contribute to climate change. They produce about 70% of emissions, and they only take up about 3% of the surface of the earth. Therefore, if we want to meet the SDGs, cities need to be more resilient, and we need to fight to adapt to climate change. And we will be able to do this or not in cities. This fight will be fought in cities. Cities have a great potential to reduce emissions through energy renovation. In our guideline, we talk about comprehensive renovation based on sustainability, so we can adapt our buildings to extreme situations, to improve the quality of air inside the building, to improve healthcare. And this all results in respecting the right to a decent housing. We've seen that in Spain, many buildings do not have a lift, and this is worrying. This is an accessibility issue that concerns us. Renovation
represents only 2% in Spain. In Germany, it's about 1%. We also see it's difficult to respond to emergency situations for disfavored families. And we also have a social problem, which is energy poverty, and there are 3 million people living in this situation. So comprehensive renovation is a key chance to tackle these issues. And we think public policy needs to go in this direction. We think the building sector and its value change are key for this economic recovery towards a new model of city, intelligent, sustainable digital cities. We need new infrastructure that is digital, that is smart, for waste management, to manage energy, water with constructive solutions based on nature, to capture water. We need city areas to contain any extreme weather events, so that we can guarantee the well-being of the population. And we need to pay attention to the most vulnerable groups, because our current cities, as they stand, they cannot meet our demands. We need to mention rural areas as well. 50% of Spain is rural areas, 20% of the population haven't lived there. So it's really key to have infrastructures there. And we want to train workers in the capacities that are needed for this green transition. We've got the right context so that our environments, our habitats, our cities can rise to the occasion. We have 3 big challenges: unemployment, our buildings, and having decent and affordable housing for all citizens. These are key for a decent way of living and a better future. This is what we demand in our document. We want a socially just recovery, and we want to have a recovery for everybody that is just. And that's why we want the European Pillar for Social Rights that was ratified in the Oporto Declaration. Needs to be a reality. It needs to be one of the landmarks of recovery with the digital issue, because we believe, and we stated in our document, that we need higher social ambitions, so that climate ambition is also higher. Thank you very much. Des villes intelligentes avec une forte dimension sociale et qui visent notamment l'accessibilité, mais ça pose également la question de comment renforcer ce modèle d'urbanisation tel que nous le souhaitons et comment le renforcer. Donc je pose la question à tous les panélistes, et peut-être en commençant par Jean-Louis Theux, qui avait un exemple intéressant lors du travail préparatoire, qui était celui de la mise en place d'une concertation sociale pour les chantiers. Avant de te laisser la parole, Jean-Louis, et je te demanderai d'être assez concis vu le temps qui nous reste, je voulais aussi inviter tous ceux et celles qui nous écoutent à préparer des questions qui pourront être posées à la suite de l'intervention de Jean-Louis. Jean-Louis, si tu veux, tu peux prendre la parole. Oui, mais je vais essayer d'être bref. J'avais préparé un petit PowerPoint à partager, mais je vais juste le parcourir rapidement. Donc, il s'agit en fait d'un protocole d'accord qui a été négocié avec les organisations syndicales et l'entreprise adjudicataire des travaux d'achèvement du ring autour de la ville d'Anvers, là où il y a le principal port belge. Ça s'appelle l'Oosterweel. Donc notre but était de parvenir à ce que les différentes entreprises et leurs sous-traitants
respectent les normes et qu'il puisse y avoir une concertation sociale étroite, notamment sur les questions de détachés, et aussi pour essayer d'employer des entreprises locales. Dans le mémorandum, on retrouve différents thèmes. Il y a l'aspect sécurité sociale, l'emploi, le bien-être, la sécurité, la formation des travailleurs et le marché du travail. Chacun de ces thèmes a fait l'objet d'un groupe de pilotage qui a associé des syndicats et des représentants des employeurs. Donc, je cite quelques bonnes pratiques, par exemple le plan de prévention de la fraude sociale. Il y a eu une création de points de contact avec les services locaux d'inspection sociale, c'est-à-dire l'inspection de l'organisme national de sécurité sociale, celui qui prélève les cotisations, l'inspection du droit social, l'inspection de l'Office national de l'emploi et l'inspection du bien-être au travail. Avec ces différents services et avec lesquels nous avions créé des points de contact, nous avons aussi organisé des moments d'information et de consultation. Nous avons établi aussi des accords de coopération avec ces services. Et les employés, les travailleurs, donc les indépendants et même les employeurs pouvaient donc prendre contact avec ces points de contact. Nous avons aussi veillé à les installations sociales, les équipements sociaux sur le site, donc tout ce qui concerne les vestiaires, les réfectoires, les lavabos, les toilettes, les salles de repos, les logements éventuels. Il y a effectivement sur un chantier de cette ampleur un afflux massif de travailleurs, donc il faut bien organiser les équipements sociaux et veiller à leur respect d'hygiène. Nous avons aussi réfléchi de manière approfondie sur la manière dont on effectuait l'hébergement et le logement des travailleurs qui devaient loger à proximité, et on a veillé à la qualité de ces logements et aussi à la proximité par rapport au site de construction. Pour parler aussi un peu d'un autre aspect des activités de retombées qu'il pouvait y avoir sur d'autres entreprises que celles du secteur de la construction, on a veillé à ce que ce soit des entreprises de l'économie sociale pour les entretiens du site, le nettoyage de la chaîne de chantier, les aménagements paysagers et aussi le recyclage des matériaux de construction. On a établi des contacts avec des partenaires locaux pour explorer le marché local et ses possibilités. Sur les aspects formation, on a évalué quels étaient les projets de formation possibles et pour quel groupe cible. Nous avions par exemple un groupe cible qui était les étudiants qui viennent travailler et pour eux, on a organisé des journées d'excursion sur d'autres chantiers pour qu'ils voient d'autres activités du secteur. On a coopéré aussi avec l'Institut provincial de sécurité pour des séances d'information. Nous avons développé un guichet unique, une espèce de portail pour tous les travailleurs, les indépendants, les employeurs et les visiteurs, qui avait comme fonction de servir un peu de bureau, si vous voulez, d'accueil du groupe cible, de les enregistrer, d'avoir des informations pratiques, de donner des informations, par exemple, sur les vêtements de travail, les équipements, les cours de formation, la permanence médicale, la surveillance médicale, les offres d'emploi. Donc, tout ce portail était donc accessible avec un public des travailleurs, des indépendants, des employeurs et des visiteurs. On a aussi veillé à un enregistrement des heures de travail qui soit unique, enfin qui concerne l'ensemble du site, qui était un enregistrement des heures de début et de fin de travail, qui était lié avec un outil de calcul de salaire. Et c'était un outil qui permettait aux services d'inspection de limiter la concurrence déloyale, donc des travailleurs qui ne seraient pas déclarés
dans la base de données des travailleurs belges. On a, pour citer encore l'un ou l'autre petit exemple, veillé à ce que la production et la livraison du béton prêt à l'emploi se fassent de manière quand même tout à fait safe et en évitant toute concurrence déloyale. On a aussi veillé pour les travailleurs détachés aux aspects examens médicaux. Voilà, on a aussi été accompagné, ça c'est dans l'approche avec des conseillers bien-être de l'organisme qui est créé en Belgique par les syndicats et les patrons, qui s'appelle Constructive. Donc c'est un organisme qui est financé par un fonds social qui est alimenté par des cotisations des employeurs. Et donc dans cet organisme, il y a des conseillers en bien-être qui ont eu un rôle actif également. Voilà, j'ai cité très rapidement toutes les initiatives qui ont été menées dans le cadre de ce projet, enfin de l'accompagnement de ce vaste chantier. Merci Jean-Louis pour cet exemple. Il nous reste une demi-heure avant la fin de la table ronde. Donc là, on voit bien que dans ces interventions, il y a deux dimensions. Il y a la question des nouvelles constructions, des matériaux utilisés et la question du modèle d'urbanisation. Ce que je vous propose, c'est de prendre 3 ou 4 questions de ceux et celles qui nous écoutent. Je vais laisser Sébastien faire remonter ces questions, s'il y en a. Il n'y a pas encore de questions, donc j'invite encore une fois ceux et celles qui nous écoutent à poser des questions pour pouvoir creuser les interventions qui ont eu lieu. Et en attendant, moi, j'ai plusieurs interrogations qui me viennent en écoutant ces interventions. On a notamment parlé de la question de la reconversion des travailleurs, une reconversion qui va être nécessaire, et ça pose la question de la formation de ces travailleurs et quelle formation on peut imaginer et quel lien aussi avec les syndicats enseignants pour garantir en fait cette reconversion et éviter la perte d'emploi, ce qui est une question dans tous les secteurs quand on parle de transition. Jean-Louis? Oui, donc peut-être un témoignage par rapport à cette collaboration avec les syndicats enseignants. Et donc nous, ce qu'on a comme gros problème dans le secteur de la construction en Belgique, c'est de voir le nombre de jeunes diminuer drastiquement dans les filières d'enseignement. Donc quand je dis en filière enseignement, c'est vraiment les écoles. Et il y a aussi une autre filière de formation pour les jeunes qui sont des instituts de formation plus proches des anciennes instituts des PME. Enfin, soit dans l'une comme dans l'autre, il y a une forte diminution du nombre de jeunes. Et donc, on vient de mener une campagne pour essayer de relancer ça. Surtout pour les formations en alternance, parce qu'on pense que c'est un des moyens les plus intéressants pour se former au métier du secteur de la construction, pour des fonctions, de métiers en tout cas qui sont en pénurie et qui ne nécessitent pas des études supérieures. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a une image très négative de ces métiers-là, de leur pénibilité qui continue à être véhiculée. Et donc, par exemple, par rapport aux enseignants, on se rend compte que des enseignants qui sont dans d'autres filières, dans les filières d'enseignement, je dirais général, pour utiliser un terme peut-être que tout le monde comprendra, en Belgique, ça porte un autre nom, mais c'est les filières avant qu'on s'oriente vers des métiers de qualification. Ben, même ces enseignants de filière générale donnent un point de vue négatif sur des choix vers le monde du travail, du secteur de la construction, etc. Ils survalorisent les
les filières qui mènent à l'enseignement supérieur. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais on discute quand même assez souvent avec les enseignants pour voir comment on peut changer au fond le regard qu'on peut avoir sur les métiers. Merci Jean-Louis. Est-ce qu'un autre panéliste aurait une réponse à apporter à cette question de la formation? Quel lien faire avec la formation et comment aussi les syndicats peuvent s'impliquer potentiellement dans la constitution des programmes pour justement poser ces questions-là? Jean-Pascal? Oui, on a la même problématique qu'en Belgique. De toute façon, les deux pays se ressortent fortement. Alors nous, on a une différence, c'est qu'on a le champ de l'éducation nationale, mais on a une partie où on a des centres de formation des apprentis du BTP. Et donc, la question pour gagner sur la cité de demain, notamment la mise en œuvre de nouvelles méthodes de construction pour décarboner ou pour isoler mieux, c'est la formation. Et là, il faut dire qu'on est en difficulté. Hein. On a du mal à former déjà les enseignants et évidemment derrière les apprentis sur comment le constructeur va appréhender ses méthodes de travail. Et là, il est important d'impliquer le rôle du législateur. Comme l'a dit la camarade espagnole, il faut qu'on passe ou italienne, il faut qu'on passe par du normatif. Et donc, quand le normatif obligera de faire des constructions à haut rendement d'isolation, je pense que nos outils de formation se mettront à former des ouvriers qui auront ce niveau. Parce qu'il faut quand même le dire, le secteur de la construction est un secteur où les salariés sont quand même fortement qualifiés, même si, évidemment, on ne leur donne pas l'image d'un métier qualifié. Donc, c'est des choses importantes. Après, on s'affronte évidemment à nos grands groupes de la construction qui sont dans l'immédiativité et qui, par le biais de ce qu'ils appellent leur university, leur école de formation d'entreprise, forment sur le travail à mettre en œuvre instantanément et pas sur une réflexion de comment on pourrait créer des bâtiments de demain. Donc ça, c'est une autre problématique, mais c'est la problématique de faire de l'argent rapidement. Merci. Merci Jean-Pascal. Et justement, tous et toutes, en tant qu'organisation syndicale, vous vous êtes positionnés pour ces rénovations, mais je me pose la question de quels sont les intérêts directs des travailleurs à faire ces rénovations des bâtiments et comment est-ce que vous arrivez à mobiliser autour de ces questions-là au sein de vos syndicats? On me dit que Sonia veut prendre la parole, donc peut-être sur la question précédente, Sonia, je te laisse intervenir. Sí. Hola, bueno, era un poco relacionado con la formación y con lo que... Yes, thank you. I wanted to talk about training and what just Jean-Pascal said. I think that what we ask from Spain is to increase investment in training and education on all levels, on higher education, vocational training, in PhDs, because this building sector is more digital every day and it's renewed. We need to create value in the sector. So this is a career that is attractive. We need to provide training that is high quality, that deals with energy efficiency, with quality, with risk prevention, with the circle economy. All of this would help our workers to be better trained. And this will benefit the sector in Spain. 2 out of 10 workers is less than 35 years old. And only 8% of all construction workers are women. So we need a paradigm shift, a culture shift, so that we have training on all levels. And we should not forget about people over 45 years old. They're very vulnerable. And usually upskilling and training policies are key for them for a just transition as well.
Merci Sonia. Il serait aussi intéressant d'avoir le point de vue des Italiens ou du Burkina Faso sur cette question-là. Est-ce que, ou sur la deuxième question que j'ai posée, So for the second question that I've asked, what is the interest of workers to do such a renovation? Oui, allô? So can you hear me? Léa, can you hear me? Que tu poses la question de comment mobiliser les travailleurs. How can we mobilize workers? I think that's the question you've raised. In Burkina Faso, it is the question of housing which mobilizes, because there's a housing policy which is such that the majority of inhabitants can't have a decent housing. Most workers and most inhabitants have to build in zones which shouldn't be built upon, and the buildings are of poor quality. They are really living in slums. In such a neighborhood, you have a lot of illnesses that propagate, and recently there was a law linked to housing which made having access to public housing even more difficult. Before 2012, when you were in a neighborhood, when that neighborhood was going to be built upon, you had a kind of priority access. But the agrarian reform removed that advantage. And so when there's a housing estate, this is sold or adjudicated, and it is always the richest who have access to such housing, to such plots of lands. They can build houses. And renting is very expensive for ordinary people. So for workers, the union action makes demands about access to decent housing. And we are fighting to defend that right to housing. That problem is increasing. We have the issues of ecology and the environment, and we still have to create some awareness for our people to understand what is at stake and for them to mobilize and to preserve the environment. That's what I could tell you about that issue. Thank you, Nicolas. Indeed, when workers are themselves affected by problems of housing, it is easier to mobilize them. So, Marco Corsi, you wanted to take the floor, perhaps, to complement that? I think that my French is not that good to take the floor again, Léa. I'm sorry. So do you have questions? Est-ce que du coup les intervenants veulent peut-être réagir sur cette question de... So, do you want to react on this difficulty to mobilize workers and defend their direct interest?
Oui, je vous demande d'attendre quelques minutes. On a So please, can you wait for a few minutes? There is one of the participants who wants to ask a question. Federico, si tu peux faire ça, moi j'ai plus les... Federico, can you make sure he can take the floor? No, ti ringrazio per adesso, no, grazie mille. Luc, vous vouliez poser une question aux intervenants? Luc, you wanted to ask questions to the speakers? S'il est là. If he's still with us? Ah, il est toujours pas parti. Donc, Kinuyaba, vous pouvez y aller. Kinuyaba, you can take the floor now and ask your question. Well, thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm very happy to take part in this forum. All your examples, you give the example of Italy, France, Belgium, etc. And for an African person, indeed, someone spoke from Burkina Faso, but still, I'm a unionist and I'm part of the executive committee of the General Union of Workers from Côte d'Ivoire, and I wish I had a direction. I would like us to make progress and to have a positive development. We've heard examples from France that I don't know, I must say. And to put an example from France in Africa, where we need to have, first of all, a political will before hoping to improve the situation, I must say that I'm a bit lost. I don't know how to take ownership of such a training to be really effective on the ground as a unionist. That's the concern that I wanted to share with you. J'étais suivi là? Could you hear me? Si, très bien, merci. Yes, very well, thank you. Well, thank you very much for this intervention. We are here to share the experiences of various countries, and perhaps European unionists are overrepresented here, and perhaps their examples can't be really reproduced elsewhere. So it was not really a question, but more a comment, and we have to remain very cautious when organizing that kind of event. I have a last question, if there is no other questions from the participants. We discussed about new buildings, sustainable buildings. Our Spanish sister told us about that, but we know that this more sustainable building is more expensive, whereas traditional building and there is perhaps a contradiction. We want to have more affordable housing. Public housing is cheaper. So this might be contradictory with the quality of building. So the question is perhaps how to make these new buildings more affordable, these quality buildings, how can we make them more affordable? Et je crois que Jean-Pascal, tu en parlais. And Jean-Pascal, I think that you had mentioned this concern when we prepared the meeting. You
said that we shouldn't have new building materials more respectful of the environment if we don't take into account the social dimension and the cost. Yes, indeed, we must be very careful. We advertise new buildings, a road producing electricity like Bouygues in France. A factory was created and then it doesn't produce anything. So it's like building a house with a 3D printer. Okay, it's very beautiful, but you can't do it on site. And if you want a house for a Schtroumpf, well, that's the best way to do it because you don't have a right angle. So to have low cost and environmentally friendly building, because what's the use of bringing building material from China? So the answer is to build locally, to use the materials which used to be used decades ago. For instance, in my region, it is the earth. Of course, this is not to create huge buildings, but we can think again about these traditional materials, local materials, cheaper materials. The problem is to have the craftsmen, the workers, the companies which can use such building materials. It's like the wood. Wooden constructions, that's good indeed, but what is the sustainability? How long does it last for? Do you have special glues which might be a hazard for health? So we have a lot of good ideas, but what is a good idea is to build locally and to use offices which are empty in our cities. That's a first answer. Thank you. Thank you, Jean-Pascal. Does someone else want to take the floor on the issue of the cost of buildings and the ecological dimension as well? Papa, il va bien? D'accord. Jean-Louis? Oui, je dirais que Jean-Louis. For the building companies, building contractors, they don't progress very quickly in that direction because it is too expensive for them. But according to me, it's because they don't necessarily find the qualified workers for that. Our buildings are too expensive, so they are able to ask for public subsidies. So we must make sure they don't get too many gifts, because they'll just increase their profits then. For the moment, the situation, let's say we have to wait and see. There are incentives which will come from Europe. I hope they'll serve their purpose with specifications so that building contractors will have to use local materials, recycled materials. In Belgium, we have bluestone, which is very beautiful in the Ardennes, and yet we import bluestone from Asia, which is less sustainable. I'm sorry if you have some representatives from Asia. So these stones are not so resistant as our bluestone in Belgium, and after 2 or 3 winters you have damages because of the frost. This is one example again, amongst others, but we also have forest, and rather than using materials
with wood. We prefer to look for materials involving huge transport. So, as I said, it is a turning point. So, if the financial incentives in Europe with the recovery plan do not have specific environmental and social clauses, will miss that direction. Sonia? Sonia? Yes, I fully agree with Jean-Pascal and Gianluca. It doesn't make a lot of sense, and the Commission has said it as well in the Green Deal. It doesn't make sense to bring materials, building materials from other countries. And I think that there are mechanisms such as the border adjustment to deal with this. We see the cement that comes from China, and it doesn't take into account carbon dioxide emissions. We could use European cement instead. And we also have a new regulation called taxonomy. It's a classification of sustainable activities. They are socially, environmentally sustainable. These activities need to meet some requirements so they can be classified as a sustainable building or construction. Speaking about the price, I understand we need to work on the circular economy Jean-Pascal talked about. This construction sector can do much more within the circular economy with waste, with cement that can be reused. There are many things that can be done. I think we have to work more intensely on this. Let's think of renewables. Renewables used to be really expensive. Now that's not the case anymore. So maybe over time we will see the same thing, but we need to change our model. It's not sustainable, it's not logical, and we should not be bringing materials, cement, steel, from other places to build here because it's easier and cheaper to bring it from China because we're not taking into account emissions. Thank you. Merci à tous, à toutes, effectivement. Thank you. We have to build and produce at the local level. I suggest now that we'll close that workshop. Thank you to all the speakers of this roundtable. Thank you for your experiences, your proposals. Thank you to the interpreters, even though we had some technical difficulties. And I invite you, if you want, to look at the program and take part to other roundtables, because there are a lot of subjects which have a common ground, and above all, take part to the closing ceremony, which will enable us to have a union call to prepare COP26 and to see how we can work together for COP26. So it will take place on Saturday, 19th. Thank you very much, and have a good evening, have a good day according to where you are in the world. Goodbye, and thank you very much. Merci. Au revoir.